La COSEF et ses partenaires vous présentent les trophées de la COSEF. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Trophée Business COSEF 2023. On est ravis de retrouver nos partenaires de la Chambre officielle de commerce d'Espagne en France à cette occasion. Et j'ai sur le plateau la joie d'être avec Christine Allard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Christine, la présidente de la COSEF. Et alors, c'est une année un petit peu particulière puisque vous célébrez les 135 ans de la COSEF cette année. Quelle est l'histoire de cette chambre de commerce ? Alors effectivement, la COSEF est en France depuis 135 ans. C'est l'une des plus anciennes chambres de commerce espagnoles dans le monde. Et en fait, ça fait 135 ans que nous sommes ici, installés à Paris, avenue de l'Opéra, pour accueillir les entreprises espagnoles qui veulent se développer sur le marché français, pour faciliter donc les relations bilatérales, les relations économiques entre les deux pays, pour servir d'accélérateur finalement de business entre les deux pays, pour accueillir ces entreprises dans les meilleures conditions, les aider à s'implanter, à trouver les clients, à comprendre le fonctionnement du marché français. Donc en fait, en 135 ans, nous avons accueilli un nombre innombrable d'entreprises. Nous avons été à l'origine et nous avons accompagné tellement de succès, tellement de beaux projets qui vont du développement des produits gastronomiques sur le marché français. Et Dieu sait si l'Espagne a beaucoup de produits gastronomiques de très haute qualité. Mais aussi, nous avons accompagné des projets de grande envergure, des projets industriels dans le secteur de l'énergie, des télécoms, des services, des infrastructures. Voilà. Donc en fait, 135 années d'histoire, c'est beaucoup. Et c'est une grande fierté pour nous de pouvoir célébrer cet anniversaire. Alors, on va parler des trophées dans un instant et découvrir ensemble le palmarès, mais c'est vrai qu'on parle souvent dans les médias de la relation franco-allemande et peut-être beaucoup moins de la relation franco-espagnole. Pourtant, elle est aussi très forte. Qu'est-ce qui la caractérise selon vous, Christine ? Alors en fait, cette année 2023, c'est une année extrêmement importante dans les relations franco-espagnoles. D'abord, nous avons signé en début d'année, le 19 janvier 2023, un grand traité d'amitié entre les deux pays. Qui pose des fondements extrêmement solides pour des tas de sujets de collaboration en fait, entre les deux pays. Donc le traité de Barcelone, c'était déjà un événement très important, signé par les deux chefs d'État le 19 janvier 2023. Et puis l'année 2023, c'est aussi l'année de la présidence espagnole de l'Union européenne. Donc en fait, c'est une présidence qui a été marquée par une volonté vraiment économique de réindustrialiser l'Union européenne, par une volonté aussi environnementale de favoriser la transition et l'adaptation environnementale, et puis aussi par des ambitions sociales. Donc une année 2023 vraiment marquée par deux éléments très très forts, le traité d'amitié et la présidence espagnole de l'UE. Et tout ça a eu un impact sur nos entreprises, sur les relations économiques et a mis en lumière véritablement l'importance de ce couple franco-espagnol, comme vous disiez, Aurélie. Merci Christine. On va passer à la découverte des trophées Business COSEF 2023 avec la première catégorie, la catégorie entreprise française en Espagne. Et pour la catégorie entreprise française en Espagne, nous avons le plaisir de recevoir Sidney Pinco, directeur commercial grand compte de Telefónica France. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le parrain de cette catégorie et le lauréat, eh bien, c'est Carrefour. Et pour représenter Carrefour, nous avons Alexandre De Palmas, CEO de Carrefour en France. Alexandre De Palmas, je me suis laissé dire qu'avant, vous étiez en Espagne. Alors, j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu votre expérience sur ce marché. Alors oui, en effet, j'ai eu la chance de diriger Carrefour en Espagne pendant 3 ans et demi avant de revenir et diriger Carrefour en France. Ça a été une expérience formidable. Carrefour est présent en Espagne depuis très longtemps, avec plus de 1500 magasins. On est vraiment très bien implanté. Les équipes sont formidables, il y a un très beau travail. Et donc, ça a été plus de 3 années merveilleuses en Espagne, basées à Madrid. Mais j'ai fait plus de 100 déplacements. Je pense connaître pas trop mal l'Espagne pour un Français. Quelles sont les différences entre Carrefour en Espagne et Carrefour en France ? Y en a-t-il d'ailleurs ? Bon, il y a une différence de taille. Carrefour en France, c'est à peu près 4 fois la taille de Carrefour en Espagne. Et puis, Carrefour en Espagne est principalement une entreprise d'hypermarché.
là où Carrefour en France a beaucoup plus de formats, de supermarchés, de magasins de proximité. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes types de magasins. Et puis, après, il y a des tas de petites différences. Par exemple, les Espagnols consomment beaucoup plus de produits frais, notamment de poissons, que les Français. Donc, ce n'est pas les mêmes offres dans les magasins. Sidney Pinco, pourquoi est-ce que vous avez choisi de récompenser Carrefour aujourd'hui ? Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour mettre en lumière le dynamisme économique de Carrefour en Espagne à travers une belle croissance des acquisitions, des ouvertures de magasins. Je crois une centaine de nouveaux points de vente dernièrement. Carrefour revendique le plus gros club de fidélisation en Espagne avec pas loin de 10 millions de clients, ce qui est absolument énorme donc sur le volet économique. Également, nous souhaitions mettre en lumière les efforts dans le domaine de la décarbonation de l'économie avec plusieurs belles initiatives, notamment sous votre égide, je crois, en Espagne. Je pense à la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques sur les milliers de mètres carrés sur les toits de vos points de vente. L'utilisation, la valorisation des déchets organiques issus des magasins pour en faire du carburant qui alimente les camions de livraison Carrefour. Donc un très bel exemple de réutilisation. Et puis un troisième volet autour du développement durable, la reforestation. Et je crois encore que là encore c'est l'une de vos belles initiatives. Voilà un petit peu ce que nous souhaitions mettre en avant. Et puis sur une touche un petit peu plus personnelle, Carrefour est l'un des clients historiques de Telefonica en Espagne. Et moi, à titre personnel, lorsque j'ai habité plusieurs années en Espagne, je vous laisse deviner où j'allais faire mes courses. Voilà. Alors, je saisis la perche. Qu'est-ce que c'est que cette action autour de la reforestation ? Alors, on a lancé il y a de ça 2 ans maintenant. Un grand projet de forestation. Il y a eu des grands feux de forêt en Espagne il y a 2 étés de ça. Et à l'issue de ça, Carrefour a lancé un grand appel aux entreprises espagnoles pour donner de l'argent à un fonds géré par une association de reforestation pour qu'on puisse replanter de manière responsable des forêts. Les forêts, comme vous le savez, c'est vrai en Espagne, c'est vrai ailleurs, mais les forêts, c'est de la biodiversité, c'est la qualité des sols, c'est la qualité de l'eau, c'est la qualité de l'air. Ça a beaucoup de vertus. Et puis, on a un formidable patrimoine forestier en Espagne. Il faut l'entretenir. C'est une terre qui est victime de feux de forêt géants depuis maintenant quelques années. Il faut absolument qu'on lutte contre ça. Et donc, Carrefour a décidé de se mobiliser. On en a fait un peu notre grande cause en Espagne autour de la forêt. Sidney Pinco, dans quelle mesure est-ce que toutes ces actions que vous avez décrites correspondent aux valeurs que vous portez chez Telefonica ? Il y a plusieurs points de convergence. Chez Telefonica, nous œuvrons autant que possible à rendre notre monde plus humain en interconnectant la vie de tout un chacun à travers nos réseaux. Nous essayons de rendre le monde plus sûr à travers notre activité dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité, qui est un fléau qui menace en permanence nos entreprises, nos infrastructures, nos gouvernements. Et Telefonica est très actif dans ce domaine-là. Et troisième volet, très similaire au vôtre, dans le domaine de la décarbonation de l'économie. Nous installons également beaucoup de photovoltaïques sur nos infrastructures et nos bâtiments. Nous œuvrons également dans le domaine de la reforestation en Espagne à travers des programmes similaires. Donc pas mal de points communs sur ces sujets-là. Alexandre de Palmas, est-ce qu'il y a d'autres actions que vous voudriez nous partager sur votre expérience en Espagne ? Alors, l'Espagne, c'est vraiment une terre pleine d'initiatives, pleine d'aventures, avec des équipes incroyablement engagées, avec des clients qui sont des clients acteurs de ce qu'on fait au-delà de la consommation. On a eu l'occasion, par exemple, de faire des grands programmes de nettoyage de plages où on mobilisait nos clients à travers le Club Carrefour, ce programme de fidélité qui regroupe effectivement plus de 10 millions de foyers espagnols. C'est plus d'un foyer sur 2 en Espagne est membre du Club Carrefour. On a nettoyé des plages, on a fait des tas d'actions en matière de RSE, le photovoltaïque, vous en parlez. Mais moi, je retiendrai une action parce que il se trouve que j'ai dirigé Carrefour pendant la période du Covid, qui était très particulière. À ce moment-là, on a signé des contrats notamment avec des pêcheurs espagnols qui n'avaient plus aucun débouché parce que toute la restauration était pratiquement fermée. Et donc, on a signé des contrats en s'engageant à leur acheter tout ce qu'ils trouvaient comme poisson pendant 3 ans. Pour faire passer la crise. Donc on achetait à un prix déterminé la totalité de leur production. Ça les a aidés à passer cette période où ils ne vendaient plus rien au restaurant. Et puis nous, ça nous a créé des fournisseurs avec qui on a des liens maintenant incroyablement forts. Et ça garantit aux clients de Carrefour un poisson toujours frais et local.
Christine, dans quelle mesure est-ce que Carrefour et tous les exemples qui viennent d'être cités finalement incarnent l'esprit que vous voulez donner aujourd'hui au trophée Business COSEF? Eh bien, en fait, Carrefour, c'est à la fois de la performance économique, mais aussi beaucoup de responsabilités. Alexandre l'a bien souligné. Et puis, peut-être un volet qu'on n'a pas abordé, mais qui pour moi est vraiment très important. En fait, Carrefour, c'est une marque française qui est vraiment reconnue en Espagne et à laquelle les Espagnols sont très attachés. Et ça a une vraie valeur, en fait. Voilà, donc je voulais rajouter ça dans notre choix de Carrefour cette année. C'est à la fois une magnifique réussite sur le sol espagnol, c'est beaucoup d'actions pour les clients, pour la qualité des produits, pour la nutrition, pour l'environnement, qui sont fantastiques, pour les forêts, on en a parlé, des circuits courts, des producteurs locaux, enfin, il y a beaucoup de choses à raconter, mais c'est aussi une marque française qui réussit en Espagne, et voilà, c'était ça aussi que je voulais souligner. Alexandre de Palmas, c'est la question de la fin et qui est rituelle et qu'on pose à tous nos lauréats. Quel mot vous vient à l'esprit quand vous pensez à l'Espagne? Quel mot français ou quel mot espagnol? Au choix. Alors, je vais prendre un mot qui est presque le même dans les deux langues, qui est le mot énergie. C'est vraiment, pour moi, un pays d'énergie incroyable, de business, mais pas seulement, d'énergie humaine, d'énergie de projet, d'initiative. Je crois qu'au-delà de tout ce qu'on sait sur la qualité de ce pays, de la qualité de ses habitants, de son patrimoine, de sa gastronomie, tout ça est merveilleux et j'invite les Français à être un peu plus curieux et à traverser les Pyrénées pour découvrir, au-delà des idées qu'on se fait, la réalité, la diversité de ce pays, mais surtout aux entreprises françaises. Traverser les Pyrénées, vous allez voir un marché incroyablement dynamique, énergique, plein d'initiatives et je pense qu'on a encore, nous Français, énormément à découvrir de ce qui se passe en ce moment en Espagne. Merci beaucoup Alexandre de Palmas. Je rappelle que vous êtes le CEO de Carrefour France et Sidney Pinco, directeur commercial grand compte de Telefónica France. Et la catégorie entreprise espagnole en France, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau la marraine de cette catégorie, Paola Molina, Managing Director de BBVA France. Bonjour. Bonjour, Anthony. Et le lauréat de cette catégorie qui est Raúl Blanco Díaz, président de Renfe. Bonjour. Bonjour. Raúl Blanco Díaz, Renfe, c'est un nouvel acteur sur le marché français. Depuis juillet dernier, la compagnie propose des voyages entre la France et l'Espagne avec des trains à grande vitesse. Combien est-ce qu'il y a de lignes ouvertes aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut aller grâce à vous? Merci. Bonjour. Aujourd'hui, précisément, jour par jour, nous célébrons 5 mois de notre entrée en France. Le 3 juillet, nous avons commencé pour la première fois en France un conducteur de train espagnol, pour la première fois au nord de Perpignan, avec notre train AVE, et a commencé à rouler commercialement en France. Nous sommes très, très contents d'être en France par nous. L'année 2023 sera l'année de l'arrivée de Renfe en France. Ça, c'est historique pour nous, pour la Renfe. Et aussi, pour nous commençons avec des relations de Barcelone, Lyon-Barcelone et Marseille-Barcelone-Madrid. Nous voulons être très prudents, nous voulons déployer nos services d'une façon progressive. Maintenant, ces deux relations, nous avons 28 fréquences hebdomadaires entre Barcelone, Lyon et aussi Marseille, Barcelone, Madrid. Et ils ont été très bien accueillis par les voyageurs français parce qu'il y a plus de 150 000 voyageurs depuis juillet. Nous sommes très heureux et nous voulons continuer dans ces façons et continuer de croître la confiance de voyageurs français en Renfe AVE pour les prochains mois et pour la prochaine année. C'est un peu comme si Renfe était un trait d'union entre la France et l'Espagne. Vous partagez ce point de vue-là? Tout à fait, complètement.
À notre volonté, nous voulons devenir un opérateur de référence en France. Un opérateur en concurrence avec d'autres, spécialement à grande vitesse, et avec vocation locale et vocation internationale. Vocation locale parce que maintenant, nous relie 16 destinations entre la France et l'Espagne, mais nous relie destinations intérieures dans la France. Et c'est très important pour nous. Ces connexions, par première fois par train, parce que sont connexions directes Lyon-Barcelone, Marseille, Barcelone, Madrid, toutes les destinations intermédiaires qu'il y a, qu'ils avons par première fois l'occasion d'avoir une connexion directe par train. Et ça, c'est très important dans un environnement dans un entourage de développement durable, de transport attractif, durable. Et ces connexions directes aussi est venue pour changer les connexions avec l'avion, la voiture, etc. Il y a maintenant une connexion directe entre l'Espagne et la France, mais aussi connexion locale à Narbonne, Montpellier, Aix-en-Provence, Marseille, Lyon, etc. Et c'est très, très important aussi pour ces concepts de transport durable. Paola Molina, pourquoi est-ce que vous récompensez finalement un nouvel entrant sur le marché français? Chez BBVA, avec la Chambre des commerces d'Espagne en France, on est ravis de remettre ces prix à Renfe. C'est un nouveau entrant, mais très important pour nous parce qu'il s'inscrit dans la stratégie du développement durable, même de l'Europe. La Commission européenne, d'ailleurs, l'a dit, nous avons besoin d'augmenter la part des moyens de transport ferroviaires en Europe si nous voulons arriver à faire les challenges que nous avons dans les pactes verts de l'Europe et à arriver à la neutralité carbone en 2050. Chez BBVA, nous avons fait du développement durable une priorité stratégique. Nous avons été nommés cette année d'ailleurs pour 4e fois consécutif comme la meilleure banque en Europe en matière de développement durable par les Dow Jones Sustainability World Index. Et donc, les secteurs du transport, c'est vraiment les sujets brûlants dans les ambitions climatiques en Europe. Et c'est pour ça que nous félicitons Renfe, qui est un acteur important en Espagne, qui, nous espérons, deviendra aussi un acteur important en France. Et pourquoi est-ce que BBVA a choisi de soutenir plus particulièrement cette catégorie de l'entreprise espagnole en France? Écoutez, avec Renfe, chez BBVA, nous partageons cette stratégie fondée sur le développement durable. En tant que banque partenaire de Renfe, nous nous attachons à soutenir notre client Renfe sur ces deux volets. Déjà, son projet d'expansion sur un marché français que nous connaissons bien, qui a des fortes barrières à l'entrée. Et deuxièmement aussi, qui aide aussi à la décarbonisation des moyens de transport en Europe en même temps. Donc, nous sommes très fiers des liens que nous unissent à Renfe. Et c'est pour nous, c'est une belle occasion en fait, de montrer qu'on soutient des clients qui sont présents en Espagne, qui viennent en France pour aider à cette transition écologique. Christine, tout à l'heure, je parlais de trait d'union entre nos deux pays. C'est ça que vous souhaitiez mettre en lumière avec Renfe? Oui, alors effectivement, c'est le trait d'union entre l'Espagne et la France, mais Renfe, les Français ne le savent pas. Renfe, c'est plus de lignes à grande vitesse que la France. Renfe est un pionnier un peu sur les lignes à grande vitesse. Et puis, en fait, à l'heure du changement climatique, nous avons besoin de plus de trains. Et pour avoir plus de trains, plus de déplacements en train, il nous faut des infrastructures de qualité. Et Renfe en a. Il nous faut du service. Il faut des voyageurs, des clients qui soient heureux. Et puis, il nous faut aussi des prix attractifs. Et quand Renfe est arrivé en France, en fait, les prix étaient vraiment attractifs. Et donc, je pense que les Français étaient aussi très contents de voir arriver Renfe parce que, en fait, ça faisait aussi un peu baisser le prix des voyages. Donc, c'est tout ça que nous avons voulu récompenser avec BBVA
à travers Renfe, c'est la promotion du voyage en train avec un service, des fréquences, des bonnes infrastructures, des trains très agréables et puis aussi des prix attractifs. Une dernière question pour vous. À quel mot est-ce que vous pensez quand vous pensez à la France? La France, je peux dire des Vous choses. pouvez dire deux Oui. choses. La première, c'est très clair, et c'est les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, parce qu'ils sont les valeurs de la République française, mais ils sont les valeurs de l'Europe. Et pour moi, c'est quelque question très importante. Et la deuxième, pour répondre une parole, la culture, l'amour qui existe en France pour la culture. Pour moi, c'est une chose que toujours j'admire, m'a fascinado, comment est-ce? Ça me Fasciné. fascine. Oui, absolument, parce que la littérature, le cinéma, le théâtre, etc., la connexion, je suis catalan, la connexion entre Barcelone et France, c'est très proche, mais la culture, c'est un vrai lien et pour moi, l'image de la France toujours est associée à la culture. Merci beaucoup, Raoul Blanco Diaz. Je rappelle que vous êtes le président de Renfe et Paola Monilina, managing director de BBVA France. Et nous passons maintenant à la catégorie investissement espagnol en France. Et pour cela, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir le parrain de cette catégorie, Victor Granero, Country Manager France de CaixaBank. Bonjour. Bonjour. Et la lauréate, Élodie Benoît, directrice RSE, membre du COMEX Luxtucru Premium Group. Élodie, aujourd'hui, celui qui est récompensé, c'est le groupe Ebro Foods. Quel est le rapport entre Luxtucru et Ebro Foods ? Du coup, Ebro Foods, c'est notre actionnaire principal. C'est un groupe espagnol. Et du coup, le groupe en France s'appelle Luxtucru Premium Group. Et je dirais que la particularité de ce groupe par rapport à plein d'autres groupes qu'on voit en France aujourd'hui ou à l'international, c'est que c'est un très gros groupe, mais qui a une culture qui reste familiale. Donc, à l'origine, c'est vraiment des familles espagnoles qui investissent depuis des générations dans des industries agroalimentaires. C'est une culture qui est décentralisée et ça, c'est un vrai point de particularité de ce groupe, c'est-à-dire qu'ils laissent l'autonomie aux marques dans lesquelles ils investissent, dans les sociétés dans lesquelles ils investissent, l'autonomie de développement, l'autonomie des structures. Et donc, aujourd'hui, oui, on récompense Ebro, mais je dirais qu'en France, la vision d'Ebro, c'est Luxtucru Premium Group à travers ces marques Luxtucru Frais, Toro-Ailé. Qu'est-ce que ça pèse, Luxtucru en France ? Luxtucru, c'est une entreprise qui est, je dirais, à taille humaine. C'est une entreprise qui est locale, qui a un tissu industriel français avec 3 usines, un entrepôt logistique, son siège social qui est le tout autour de Lyon. Donc, je dirais que c'est déjà un ancrage très local. Ensuite, c'est un peu plus de 600 collaborateurs, donc un peu plus de 500 dans nos usines. Qui tous les jours s'investissent pour justement nourrir avec plaisir les Français. Et derrière ce groupe-là, c'est des marques, on a la chance d'avoir des marques qui sont aujourd'hui parmi les plus consommées en France, parmi les marques préférées des Français. Et donc, on a une responsabilité puisque on est de loin le numéro 1 en France des pâtes fraîches. Et on est devenu, avec une innovation qui est vraiment sortie de chez nous à Lyon il y a de ça quelques années, le gnocchi à poêler. On est devenu le numéro 1 en Europe du gnocchi. Victor Granero, on a là un bel exemple de réussite industrielle. Quel est le regard que porte le banquier sur l'exemple de Luxtucru qu'on a là ce soir ? Oui, pour parler avant de tout des groupes Ebro Food, il faut tenir en compte que les groupes ça a beaucoup transformé les dernières 20 ans. Et sont focusés dans le métier des riz et aussi de la pâte fraîche et pâte sec. Et avec cette croissance que c'est incroyable, et arriver à ce partenariat avec les marques qui contrôlent dans les différents pays, comme Élodie dit, et les faire faire, je pense que c'est un des points très importants qui les groupes a fait. Du côté du Luxtucru, et ce que j'ai retenu et j'ai vu que c'est les leaders en France dans les domaines qu'ils gèrent. Et en plus, ils se recentrent dans les produits avec des croissances importantes et des valeurs ajoutées qui peuvent apporter au groupe et à la société. Et aussi, une des choses très importantes, c'est
l'importance qu'il met à la qualité. Et aussi, il faut tenir en compte qu'il faut être bien accompagné des partenaires bancaires. J'imagine bien, oui. Chez nous, on a en Espagne un réseau de 1000 succursales qui sont nommées agrobanques. Donc, on connaît très bien les métiers agroalimentaires. D'accord. Je pense qu'il faut comprendre bien les métiers pour bien accompagner les clients du côté des conseils, M&A, etc. Donc, et on est à côté du groupe, on est à côté de la société pour les accompagner dans tous les besoins. C'est cet accompagnement qui fait que demain, on pourra avoir d'autres réussites comme celle-ci? Oui, bien sûr. Et je pense que c'est très important de la façon qu'ils ont fait ces déploiements. Et le Stucru La Maison, c'est 110 ans. C'est un acteur clé. Et il priorise des produits de haute valeur pour les clients et qui tiennent en compte la qualité. C'était très important que maintenant, il faut tenir en compte cette partie de responsabilité sociale, pas seulement les bénéfices, mais aussi regarder à la société et l'empreinte qu'on va laisser. Et bien sûr, les groupes Ebro a bien fait avec ce partenariat et ça peut prendre des exemples pour d'autres sociétés qui veulent s'implanter ici en France. Justement, vous êtes la directrice RSE. Élodie, quelle est votre feuille de route sur ce plan-là? Je dirais que notre feuille de route, elle est complète, si on peut dire qu'une feuille de route RSE peut être complète parce qu'elle est sans cesse en amélioration. Mais je dirais qu'on a vraiment une ambition d'inscrire nos produits dans une vraie transition alimentaire. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des produits qui sont déjà végétaux de base, comme le gnocchi à poêler, le riz. Donc aujourd'hui, c'est vraiment les inscrire dans le quotidien encore plus des Français. On l'a fait jusqu'à présent parce qu'on a des produits qui sont gourmands et accessibles. Donc c'est ce qui explique aussi certainement une part de la croissance aujourd'hui de notre marque. Mais en tant que marque de cette ampleur, on a une responsabilité, en effet, c'est de mettre des produits qui sont de très haute qualité sur le marché, de le faire dans un contexte de transition écologique qui est important. Et comme je vous l'ai dit, on est un acteur local. En tout cas, on veut avoir un impact positif aussi. Où ça? On l'a pas dit. À Lyon, Voilà. en région lyonnaise. Et pour nous, c'est important d'avoir aussi cet impact positif en région lyonnaise. Donc, on a des actions aujourd'hui de solidarité où on a des projets, par exemple, globaux sur à la fois la réduction de nos déchets, mais aussi comment est-ce que nos produits finissent dans des distributions solidaires autour de Lyon et nos salariés participent à ces distributions solidaires. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, d'impact social. Mais on travaille aussi à l'inclusion par le travail dans nos usines, etc. Donc comment est-ce que, justement, on peut être un acteur, je dirais, en local et continuer à faire que nos produits répondent aux besoins des Français aujourd'hui et avec plaisir. Et Christine, on a là encore une fois un lauréat qui représente très bien les échanges économiques entre la France et l'Espagne. C'est la réussite d'un groupe espagnol qui profite à la France finalement. Alors absolument. Et ce que je voulais mettre en avant, c'est que l'Espagne a cette particularité d'avoir des familles qui investissent dans l'économie. Et ça, c'est vraiment à noter parce que c'est très fort et très présent en Espagne. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup dans notre lauréat de cette année, c'est effectivement toute la stratégie RSE que Élodie porte. Avec une vraie volonté de réduire son empreinte carbone, avec un ancrage local, avec des circuits courts, avec des producteurs locaux qui vont fournir leurs matières premières pour fabriquer tous les produits de l'Ustucru ou de Toro Ailé. Donc je trouve que nous avons à la fois un actionnaire familial espagnol qui est très emblématique d'un tissu économique espagnol et puis aussi une entreprise française qui est tout à fait remarquable avec des produits magnifiques qu'on connaît tous et pour lesquels effectivement il y a un énorme attachement à la marque. On va terminer avec la petite question rituelle de cette remise de trophée. Élodie Benoît, quel mot vous vient à l'esprit quand vous pensez à l'Espagne? Un seul mot. Alors je dirais une certaine food expertise, mais si c'était que moi, ce serait churros con chocolate. Merci beaucoup Élodie Benoît, directrice RSE et membre du COMEX de l'Ustucru Premium Group, et Victor Granero, Country Manager France de CaixaBank. C'est l'heure maintenant de retrouver la catégorie investissement français en Espagne. Et pour ça, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Hauteville, directeur général France et Benelux de Santander. Bonjour.
Bonjour. Et le lauréat de cette catégorie, c'est le groupe Veolia et nous sommes avec son directeur général adjoint Claude Laruelle. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes leader de l'eau en Espagne chez Veolia, notamment après le rachat de Aguas de Barcelona. On peut facilement imaginer que la gestion de l'eau est une problématique majeure en Espagne. Est-ce que vous me confirmez ça? Alors quand on pense changement climatique, Ouais. on pense bien sûr adaptation. Et le sujet de l'adaptation, c'est l'eau. Et l'Espagne, comme vous le savez, a connu des sécheresses très importantes il y a plus de 10 ans. Ouais. Et donc c'est un pays qui a beaucoup d'avance en Europe, puisqu'il a été confronté à cette problématique climatique très tôt. Et donc, bien entendu, c'est un sujet majeur, mais c'est un sujet qui a des solutions. Et ce qui est très intéressant, c'est que Aguas de Barcelona a développé très rapidement des solutions pour s'adapter au changement climatique et réutiliser l'eau, puisque l'eau est beaucoup trop précieuse pour n'être utilisée qu'une seule fois. Vous vous attendiez à cette avance technologique quand vous avez racheté Aguas de Barcelona? Eh bien, quand on rachète Aguas de Barcelona dans le grand paquet de Suez en 2022, on y trouve beaucoup de choses. On y trouve des savoir-faire, on y trouve des experts, on y trouve des troupes extrêmement engagées et on y trouve aussi une entreprise qui est très en avance par rapport à ce qu'on fait en France. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été confrontés, comme je le disais, beaucoup plus tôt que d'autres à ces problématiques qu'on connaît en France maintenant depuis 2 ans, mais en Espagne, ça fait beaucoup plus longtemps, mais aussi parce qu'ils ont bénéficié des savoir-faire, et notamment des savoir-faire membranaires qui étaient au sein du groupe Suez et qui ont permis d'accélérer la transformation du reuse, de la réutilisation des eaux usées, et même parfois des solutions basées sur la nature. Et je voudrais vous prendre un exemple. À Alicante, le parc de la Majal, qui a permis, grâce au savoir-faire d'Agbar, de stocker 45 000 m3 en cas d'exposition trop importante, donc des zones inondables qui sont autour, qui peuvent être stockées sur ce parc. Ce sont à la fois des solutions technologiques, ou aussi des solutions basées sur la nature. C'est du biomimétisme en fait. C'est une forme de biomimétisme qui permet de répondre de façon assez intelligente à des problématiques, parce que quand on parle de changement climatique, parfois il y a trop d'eau ou parfois il n'y en a pas assez. Là, quand il y en a trop, la solution développée par Agbar permet de résoudre cette question. Frédéric Hauteville, j'imagine que ces enjeux-là vous parlent. En tant que banquier, quelles solutions est-ce que vous, à votre échelle, vous pouvez y apporter? Je dirais que, évidemment, nous sommes très heureux de soutenir nos clients tels que Veolia qui œuvrent à l'optimisation de nos ressources hydriques. Ça inclut souvent de nombreuses technologies. Je pense par exemple à l'agriculture intelligente, l'optimisation de l'épandage en fonction de la nature des récoltes. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, nous apportons notre soutien à nos clients et à Veolia, mais aussi participons à la recherche d'investisseurs parfois dans certains projets. Des grands groupes comme Veolia, c'est important selon vous pour trouver des solutions innovantes qui puissent être scalées facilement? Alors je crois que de plus en plus, les clients requièrent des solutions globales, plus que des produits ou des services. C'est une combinaison de l'ensemble de ces éléments qui nécessite une capacité financière significative, une présence internationale, que les groupes comme Veolia sont évidemment bien en mesure de proposer à leurs clients. Christine, récompenser Veolia, c'est aussi une façon pour les trophées de s'inscrire dans cette idée de lutte contre le réchauffement climatique et des enjeux qui en découlent? Alors en fait, pour nous, récompenser Veolia, c'est récompenser l'alliance de la performance économique et de la préservation environnementale. Et je crois que c'est très très important en fait. On est aujourd'hui dans un monde où effectivement il y a beaucoup de transformation climatique, mais pas seulement. Et en fait, un de nos enjeux, c'est d'avoir des entreprises qui soient durables, à la fois sur le plan économique, donc qui arrivent à générer une belle rentabilité pour pouvoir investir et continuer leurs actions, mais qui arrivent à faire tout cela effectivement en préservant les ressources naturelles. Et c'est tout à fait le cas de Veolia, qui a un rôle absolument fondamental dans la préservation de l'eau. Et c'est ça qu'on voulait souligner en fait en vous récompensant avec ce trophée. Claude Laruelle, quels sont vos enjeux pour 2024 à la fois en France et en Espagne? Alors pour 2024, pour nous, c'est d'aller encore un cran plus loin. Un cran plus loin dans nos savoir-faire technologiques. Parce que, comme je le disais, on a développé des membranes, mais il faut aller encore au-delà
pour rendre ces solutions encore plus faciles à mettre en œuvre. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on a l'Espagne qui est notre terreau de savoir-faire. Mais dans ces partenariats publics-privés, on voit que tout le monde ne réutilise pas l'eau de la même façon sur le territoire. Donc là aussi, on veut accélérer. On réutilise aujourd'hui 10% de l'eau en Espagne et Agbar traite 23% des eaux usées. Donc on voit qu'on peut aller encore plus loin que ce que nous avons aujourd'hui. Et en France, il faut qu'on rende les projets concrets. On a démarré un premier projet au Sable d'Olonne, qui est un premier projet où on a implanté une de nos innovations majeures. On peut aller encore beaucoup plus loin en France. On a beaucoup de demandes, mais entre une demande, une expression politique et un projet concret, là, il faut qu'on accélère. La réglementation en France est adaptée, mais il faut là passer de l'idée au projet pour pouvoir véritablement se préparer à ce qui nous attend dans les prochaines années et qui est inéluctable. Petite question pour terminer, question rituelle qu'on pose à tous nos lauréats. Quel mot vous vient à l'esprit quand vous pensez à l'Espagne ? Eh bien, pour moi, c'est nouveau leadership. Parce que l'Espagne rejoint l'Union européenne en 1986. C'est un pays qui était, en cours d'industrialisation, de développement. Aujourd'hui, c'est un pays qui compte, dont la voix compte en Espagne. Quand il y a des élections, tout le monde regarde ce qui se passe en Espagne. Et donc, c'est devenu un grand d'Europe. Comme on parlait des grands d'Espagne, eh bien, c'est devenu un grand pays d'Europe. Un pays qui compte, qui a des grandes entreprises, qui a aussi des très bonnes écoles. Je pense aux écoles d'ingénieurs. Je pense à beaucoup d'Espagnols qui s'exportent partout. C'est un pays qui compte et qui a su développer des savoir-faire. Et aujourd'hui, c'est quand même assez étonnant que la France regarde ce que fait l'Espagne aujourd'hui en se disant comment je vais pouvoir gérer mon eau demain ? Eh bien, je vais m'inspirer des solutions espagnoles. Qui aurait cru ça il y a 20 ans ? Et on voit bien le chemin parcouru qui, pour moi, est exceptionnel. C'est pour ça que je parle de nouveau leadership. C'est un pays qui compte. C'est un pays qui compte, évidemment, au sein de l'Union européenne, mais c'est aussi un pays qui compte au sein de Veolia. Merci beaucoup Claude Leruel, directeur général adjoint de Veolia, et Frédéric Hauteville, directeur général France et Benelux de Santander. Et on passe maintenant à la catégorie RSE France. La marraine de cette catégorie est Karine Brugman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale France de Banco Sabadell et le lauréat cette année, c'est Yann Bucaille, fondateur des Cafés Joyeux. Bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Café Joyeux, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est que Café Joyeux, Yann Bucaille ? Le Café Joyeux, c'est une famille de cafés-restaurants. Donc, c'est des endroits magnifiques. C'est décoré par Sarah Lavoine. C'est très joli. C'est un endroit où on peut se restaurer à la journée, le matin au petit déjeuner jusqu'en fin de journée. Et ce sont des plats délicieux qui sont préparés, en tout cas inventés par Thierry Marx, donc un grand chef français, qui s'est arrangé pour que, et ça c'est ce qui est extraordinaire au Café Joyeux, 80% de nos collaborateurs, on va dire 70 à 80, sont des personnes différentes. C'est des personnes en situation de handicap mental, avec des troubles cognitifs, avec autisme, avec trisomie 21. Et c'est les personnes qui sont aux commandes. C'est-à-dire que c'est elles qui cuisinent. Ce sont elles qui sont en salle au service, ils sont au comptoir et ils font un travail formidable, pignon sur rue. Vous avez lancé ça il y a combien de temps maintenant ? Alors on a ouvert notre premier Café Joyeux avec mon épouse il y a 6 ans. Ouais. Ça faisait déjà 2 ans qu'on travaillait dessus, donc on va dire que ça fait presque 7-8 ans qu'on est sur cette aventure. Vous étiez un peu précurseur, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui le S de la RSE est davantage pris en considération, notamment sur toutes ces questions d'inclusion et de diversité. Est-ce que vous faites le même constat ? Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 6 ans ? Oui, je pense que c'est plus facile aujourd'hui parce que on a été quand même bien sensibilisés tous, et c'est bien à l'environnement, le E du RSE. Et c'est vrai que, est-ce qu'on a envie d'une planète propre où on respire bien si on laisse de côté les plus petits ? Non, je pense pas. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai envie de laisser à mes enfants. Je préfère une planète, même si personne ne rêve de ça, une planète où on respire un peu moins bien, mais au moins, on prend soin des plus fragiles. Ça, c'est pour moi prioritaire, et donc je trouve que c'est bien qu'on s'occupe un peu du S. Karine Brugman, pourquoi ce choix de récompenser Café Joyeux aujourd'hui ? C'est une formidable opportunité de mettre en valeur, de mettre en lumière une initiative entrepreneuriale avec un impact social fort.
dont l'essence même du projet était de favoriser la diversité, mais au-delà de la diversité, surtout le véritable inclusion de personnes plus fragiles, de personnes plus vulnérables, généralement éloignées d'un emploi ordinaire, et de les inclure dans une entreprise ordinaire avec un accès direct au public et un accès à la clientèle. Ce projet audacieux donc, qui a vu le jour il y a bientôt 7 ans, qui s'est transformé en une magnifique entreprise Café Joyeux avec 16 établissements et donc mérite pour nous d'être mis à l'honneur et nous interpelle aussi d'une certaine manière en nous posant la question: que fait mon entreprise? Que fais-je en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, en tant que collaborateur pour favoriser et développer pas seulement la diversité au sein de l'entreprise, mais l'inclusion de personnes vulnérables dans un environnement social et professionnel au jour le jour. Donc c'était important pour nous, pour la COSEF et pour Banco Sabadell, de parrainer voilà, ce trophée. Et nous tenions de tout cœur à remettre ce trophée inclusion à Yann et à Café Joyeux. Vous dites ça nous challenge sur qu'est-ce que fait mon entreprise justement en termes d'inclusion. Qu'est-ce que vous faites vous par exemple chez Banco Sabadell? Alors Banco Sabadell, l'inclusion et la diversité sont des valeurs fondamentales. Il y a eu un grand enjeu pour la diversité en termes d'équité hommes-femmes, mais également au niveau des personnes en situation de handicap. Il y a un accès aussi à l'emploi au sein de la banque ou d'une autre manière par une politique d'achat de biens et de services auprès d'entreprises qui justement emploient des personnes en situation de fragilité ou d'handicap. Christine, quel message est-ce que veut véhiculer la COSEF en récompensant Yann Bucaille et Café Joyeux? Je crois que c'est un message de cœur et un message d'humanité. En fait, Café Joyeux, et c'est dans son nom au fond, c'est un vrai succès pour... et un succès très joyeux, mais c'est un vrai succès à la fois pour les personnes qui sont employées dans les cafés joyeux, parce qu'en fait, ils ont accès à un travail, à une vie sociale, et ça, c'est formidable. C'est un vrai succès aussi pour les clients, parce que les clients adorent. Et quand on va dans un café joyeux, en fait, naturellement, on est joyeux, on a le sourire, et c'est assez magique. Et c'est un succès aussi pour vous, parce qu'en fait, vous êtes en train de développer ce concept qui est un peu unique. Et je vais vous laisser le dire, mais je crois qu'il y a un projet qui va nous tenir particulièrement à cœur. Oui, parce que d'abord, merci pour ce prix, parce on est très honorés. Et même si on ne va pas forcément à la recherche des prix, ce qui est formidable, c'est que c'est une reconnaissance pour la communauté du handicap. C'est une reconnaissance pour les personnes qui, en fait, ont le droit d'exister dans le monde du travail. Et elle est là, notre mission, c'est effectivement de changer le regard de l'entreprise. Et je suis très touché par ce que vous dites sur effectivement l'inclusion au sein de votre banque de personnes en situation de handicap, au travers aussi d'achats ou autres. Mais en fait, si je suis pas accepté dans l'économie ou dans l'entreprise, quelque part, j'existe pas, quoi. C'est terrible, mais aujourd'hui, on a besoin de se réaliser, de s'épanouir, et c'est par là que ça passe, dans ce espèce de grand jeu, de grand système de l'économie, et ça passe par l'entreprise. C'est ça ce qu'on veut montrer, on veut montrer que c'est possible. Et finalement, on s'est rendu compte en France qu'un succès, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une réalité. L'inclusion est nécessaire, et elle est possible, et on le montre en France, grâce à nos cafés qu'on a ouverts au fil du temps. Et on s'est rendu compte en fait que l'inclusion, c'est un sujet qui dépasse les frontières. C'est pas un sujet franco-français. C'est le cas en Europe. On a des demandes un petit peu partout. On a des demandes aux États-Unis, parce que même les Américains, qui sont des grands spécialistes de l'inclusion, trouvent que notre projet est très novateur et très intéressant. Et Madrid, oui, Madrid, on en rêve. D'abord parce qu'on aime l'Espagne. Et puis... alors que l'Espagne, je pense, est très avancée au niveau inclusion, plus qu'elle ne l'est en France. Il y a une sensibilité dans l'accueil de personnes en situation de handicap en Espagne qui est plus prégnante en Espagne, peut-être historiquement. Je sais qu'il y a Once qui a fait beaucoup de choses. La loterie nationale. Oui, je sais qu'il y a eu... Peut-être aussi c'est une culture assez de générosité, le sens de la famille. Peut-être qu'on a un peu perdu en France. Et malgré ça, il y a des demandes de familles espagnoles qui nous disent on aimerait un café joyeux à Madrid, parce que ce qui est assez novateur, c'est le fait que en France, en tout cas avec les cafés joyeux, on veut rendre le handicap visible. Non pas le côté stigmatisant, mais le côté c'est possible. Regardez, vous rentrez, vous sortez d'un café joyeux sans prendre rendez-vous et vous voyez nos équipiers trisomiques ou autistes
qui sont capables, ils montrent qu'ils font un travail de grande qualité. Et donc j'aimerais un jour pouvoir monter un café Joyeux à Madrid. Il y a toute une équipe qui s'est montée sur place, une équipe très compétente, très professionnelle. Et alors on prend notre temps parce que chaque café c'est du sur-mesure. Mais peut-être que dans 2 ans, il y aura un café Joyeux à Madrid, j'en rêve. Et ce sera le café le plus joyeux d'Europe parce que tout ensoleillé. Alors justement, c'est une question qu'on pose à tous nos lauréats cette année. Quel mot vous vient à l'esprit quand vous pensez à l'Espagne ? C'était très bateau, mais la chaleur dans le sens profond du terme, dans le sens chaleureux, dans le sens authentique, l'hospitalité. J'ai toujours été bien accueilli en Espagne. La chaleur de l'accueil, la chaleur d'être ensemble, la chaleur évidemment du soleil. Mais nous, le café Joyeux, c'est jaune. Je trouve que ça va bien avec l'Espagne. Donc oui, c'est chaleureux. C'est chaleureux l'Espagne. Merci beaucoup Yann Bucaille, fondateur de Café Joyeux, et merci à Karine Brugman, directrice générale France de Banco Sabadell. Et on passe maintenant à la catégorie RSE Espagne avec Christine Allard, présidente de la COSEF, qui est toujours avec nous et qui est la marraine de cette catégorie. Et puis le lauréat, Juan Ramón Fuertes Blasco, qui est directeur de la Fundación La Caixa. Juan Ramón, ¿cuál es el modelo económico de la Fundación? El modelo económico es un modelo, yo creo que es singular en España y en Europa, porque básicamente creado por Isidro Fainé cuando se generó la reestructuración del sistema financiero español, que se creó la fundación y las participaciones que tenía cuelgan de la fundación a través de Criteria, y a través de los dividendos es como generamos de forma recurrente la acción social durante todos los años. ¿Y puede usted hablarnos de las acciones que la Fundación pone en marcha? Sí, mira, para que nos hagamos una idea, el presupuesto este año son 538 millones de euros. El 60% son acciones de tipo social, básicamente enfocadas a cubrir prácticamente todo el rango de la vida de las personas que en ese momento pueden estar en riesgo de exclusión social, desde los 0 años hasta el programa de acompañamiento al final de la vida. En el caso de la pobreza infantil, estamos actuando para romper la cadena de obligación o de mantenimiento de la pobreza cuando los niños nacen en un entorno de dificultad social, romper esa cadena, porque si no sabemos que eso se va a perpetuar. Entonces ahí está el programa Caixa Pro Infancia, donde estamos ayudándolos no tan solo en temas materiales, sino muchas veces en temas más de apoyo social, apoyo psicológico, para que puedan sentirse uno más y que puedan progresar por lo menos igual que la población normalizada del país. También tenemos los programas de inserción laboral, que es el programa Incorpora, donde básicamente el programa se basa en ayudar a inserirse laboralmente a las personas que están en riesgo de exclusión social, porque sabemos que uno de los factores que incentiva la incorporación en este ámbito de exclusión social es la pérdida del puesto de trabajo. Y asimismo, por contra, el recuperar el puesto de trabajo mejora la autoestima y a partir de ahí mejora todo el ámbito. Los programas de ayuda al final de la vida también son uno de los programas donde estamos trabajando desde hace prácticamente 12 años y que básicamente están focalizados en ayudar psicológicamente, espiritualmente, socialmente al enfermo que está en un programa ya de final de la vida, pero también a todo el entorno que le rodea, las familias, etcétera. Así que cubren los programas toda la vida. Cubrimos toda la vida los programas sociales y esta es un poco la idea. Christine, pourquoi récompenser la Fondation La Caixa aujourd'hui? Parce que la Fondation La Caixa, c'est un modèle unique en fait. C'est un modèle unique en Espagne, c'est un modèle unique en Europe, d'avoir autant de générosité finalement. C'est une fondation qui a des très très gros moyens, qui viennent en fait des dividendes qui sont remontés par ce groupe Criteria et qui sont réinvestis au service des plus pauvres, au service de ceux qui en ont vraiment besoin, comme nous l'expliquait Juan Ramón, des tout bébés jusqu'à la fin de la vie. Et donc c'est un modèle unique et nous avons voulu mettre en lumière ici en France ce modèle de la Fondation La Caixa qui en France n'est pas assez connu
selon nous. Et donc, on a voulu, à travers ce prix, faire connaître davantage toutes les actions de la Fondation La Caixa et ce modèle, encore une fois, qui me paraît à moi absolument exemplaire. Hace más de un siglo que la fundación existe. ¿Cómo evolucionó? El origen de La Caixa es el proyecto de 4 personas, de un grupo de personas hace casi 120 años, donde pensaron que había que crear algún sistema. En principio era una mutualidad de ayuda para crear ahorros para la vejez, después de una revuelta que hubo en el año 1902 en Barcelona, y al cabo de 2 años nació La Caixa con esta idea. El origen con Francesc Moragas al frente fue básicamente crear esta forma de ayuda y sobre todo de previsión para las personas que en ese momento no existía. Posteriormente, y al cabo de muy pocos meses, vieron que era necesario también tener cuentas corrientes, libretas de ahorro, y a partir de ahí se convirtió en una caja de ahorros, creciendo de forma sistemática año tras año. En el año 38 ya era la entidad, la caja de ahorros más importante de Cataluña en un periodo de tiempo tan corto, y sobre todo con esa visión de retornar a la sociedad una parte muy significativa de los ingresos que se generaban con las personas. Posteriormente tuvo diferentes evoluciones, pero básicamente luego fue necesario cambiar. El traje nos apretaba como caja de ahorros, y entonces sacamos a cotizar la parte financiera, que es CaixaBank, y con esta estructura creada y pensada por nuestro presidente, por Isidro Fainé, nos ha permitido continuar la filosofía del fundador, que era retornar a la sociedad una parte muy significativa de los ingresos para ayudar a las personas que se iban quedando detrás. Y ese es el leitmotiv que tuvimos en ese momento. Él decía, y acabo, una frase que la repetimos con mucha asiduidad, que es el negocio en la cabeza y las personas en el corazón. Esta es una frase que él repetía de forma sistemática para cuando estamos trabajando, pero pensando siempre cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra misión. Gracias. Para acabar, una pregunta. ¿Cuál es la palabra que le viene a la idea cuando piensa en Francia? Un gran país que protege sus valores, los inmateriales, que son muy importantes, y los materiales también, todo su patrimonio, pero sobre todo también protegiendo ese patrimonio cultural y social y esas ideas que lo han llevado a ser un país excelente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. On passe maintenant à la catégorie personnalité française de l'année, et cette année, le gagnant de ce trophée, c'est Pascal Cagny, le président de Business France. Je vous propose de découvrir sa réaction en vidéo. Bonsoir Christine Allard. Alors on se retrouve ici en compagnie de Pascal Cagny, qui est donc la personnalité française de l'année. Pourquoi est-ce que vous le récompensez, Christine ? Écoutez, à travers Pascal Cagny, c'est toute la dynamique et toutes les équipes de Business France qu'on a envie de récompenser. Business France est partout dans le monde. Business France est là pour faciliter l'export de nos entreprises françaises. Business France est là aussi pour accueillir dans les pays toutes les entreprises qui veulent s'y installer. Et donc nous, on a trouvé que les équipes de Business France à Madrid, en Espagne, font un travail fantastique. Et donc à travers Pascal Cagny, c'est aussi toutes les équipes de Business France qu'on avait envie de récompenser. Pascal, finalement, cette récompense, c'est la récompense du leader de Business France, si je comprends bien. Quelle est votre réaction à ce prix ? Je ne suis que le président non exécutif de Business France, mais l'ambassadeur aux investissements internationaux. Je tiens d'ailleurs à souligner la présence de Laurent Saint-Martin, notre directeur général, qui salue toute cette très belle audience ce soir. Je suis particulièrement honoré d'être nominé ce soir pour 2-3 raisons. D'abord, c'est que j'ai une histoire particulière avec l'Espagne, où grâce à Jorge Martin et Richard Gomez et toutes les équipes de Business France, on a fait un excellent travail. Un excellent travail qui se traduit de manière très concrète par plus de 60 projets. L'année dernière, en 2022, près de 2000 emplois qui ont été créés. Et c'est ce qui fuel un petit peu, ou ce qui supporte un petit peu, remplit notre performance. Je veux aussi noter que cette année est particulière, ma chère Christine, puisque nous avons eu un traité d'amitié franco-espagnol, le traité de Barcelone. C'était, je crois, le 19 janvier 2023. Et puis, je voulais souligner aussi, puisque dans la salle, il y a plusieurs grandes entreprises, les remercier évidemment les Telefónica de ce monde, remercier
les Antolines, pour lesquelles j'ai une pensée très particulière, la CAF aussi, Iberdrola, évidemment Inditex, qui a plus de 9000 salariés, remercier aussi quelques grandes banques qui sont extrêmement présentes en France. Donc remercier toutes ces entreprises qui participent pour la 4e année consécutive à faire en sorte que la France est le pays le plus attractif d'Europe, un pays qui aujourd'hui a changé de stature. On a un vrai leadership sur l'Europe. On a aussi sans doute une vraie volonté de faire en sorte que l'Europe soit une puissance à l'horizon 2050, qui soit une puissance pour une économie totalement décarbonée. On a quelques avantages clairs, c'est-à-dire un prix de l'électricité plus faible. Au moment où la COP 28 s'achève, je pense qu'il est important d'y penser. Et puis enfin, le timing de votre prix est extrêmement intéressant, puisque nous avons eu le privilège au moment des prix de Choose France, qui est cet événement avec plus de 88 annonces, plusieurs dizaines de milliards d'investissements, de souligner la contribution d'une entreprise espagnole. C'était Amadeus, qui a plus de 4500 emplois et le plus gros employeur des Alpes-Maritimes. Bref, l'année 2023 a été marquée par le sceau de cette relation franco-espagnole. Merci encore et merci à toutes les équipes Business France et au Team France Invest, au Team France Export avec la BPI et avec les chambres de commerce. Merci ma chère Christine, merci à vous tous. Un dernier mot, si en un seul mot, vous devez résumer l'Espagne, quel mot vous vient à l'esprit, Pascal? Movida. Merci. Merci, ma chère Christine. À l'équipe Business France et à l'équipe franco-espagnole. Cheers. De retour sur le plateau en compagnie du parrain de cette catégorie, Henri Vidalin, président de Grant Alexander. Bonjour. Bonjour. Et pour représenter Business France, Richard Gomez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la péninsule ibérique de Business France. Je suis assez curieuse de savoir à quoi ressemble l'écosystème français implanté en Espagne. Il est énorme, il est ancien et il est dynamique. Avec ces 3 phrases, je vais essayer de le résumer. C'est-à-dire que ancien parce qu'effectivement, les investissements français en Espagne sont historiques. Voilà, on a du Michelin depuis très très longtemps, on a des entreprises automobiles depuis très longtemps. Il est énorme parce que ça représente aujourd'hui 55 milliards d'euros investis par les entreprises françaises en Espagne. C'est de plus de 3400 filiales et c'est aujourd'hui 350 000 emplois en Espagne qui sont générés par les filiales françaises. 350 000 emplois 350 000 emplois, donc on est un des plus gros employeurs localement. Et puis on a des belles entreprises françaises qui sont dans les 100 premières. On en a 8 qui sont dans les 100 premières entreprises espagnoles. Donc c'est à la fois énorme, à la fois ancien et à la fois ancré, et avec une base aussi pas mal de technologies, de transfert de technologies, notamment dans l'automobile, qui se sont faites depuis de nombreuses années. Et puis on voit poindre de nouveaux secteurs aussi plus nouveaux. Est-ce qu'il y a des secteurs plus représentés que d'autres? J'imagine qu'il y a l'automobile en premier, c'est ça? Voilà, alors l'automobile, la grande distribution, ouais. Ça je dirais que c'est le traditionnel français. Donc on a Renault, on a Stellantis, on a donc Michelin, on a tous les fournisseurs d'automobiles historiques. Et puis on a des nouveaux venus, donc les énergies renouvelables, et avec notamment tout un process entre la France et l'Espagne qui est né avec le traité donc de janvier dernier de traité d'amitié, qui est seulement le 3e pays, l'Espagne est seulement le 3e pays où un traité de ce genre est signé. Et donc on voit effectivement dans ce transfert, dans ce traité, quelque chose autour de l'énergie, donc de l'hydrogène, et donc avec H2Med qui va faire la liaison entre Barcelone et Marseille. Et ça, c'est des investissements d'avenir. Et puis, on est un des rares pays où on a plusieurs French Tech. On a la French Tech Barcelone, on a la French Tech Madrid qui s'est créée au mois de mai dernier. Barcelone, un peu plus ancien. Et donc, on a toute une ribambelle d'entreprises françaises qui viennent s'implanter à Barcelone, à Madrid. Alors certes, il y a ce côté, effectivement, c'est peut-être moins cher de s'installer sur place, mais ce qui est plus intéressant dans cette dimension French Tech, c'est cette conquête technologique française. Et on le voit beaucoup, notamment à Madrid, avec des entreprises qui viennent pour s'implanter, pour se développer en Espagne, et puis se développer depuis l'Espagne sur d'autres dimensions. Alors forcément le Portugal, mais aussi sur l'Amérique latine, qui est aussi visée par ce type d'investissement. Et alors, que pensent les entrepreneurs français quand ils découvrent le marché espagnol? Alors, ils sont plutôt surpris. Dans le sens où je dirais que la Grande Vadrouille a fait beaucoup de mal à l'image de l'Espagne en France. Donc, on est encore sur ce côté un peu andalou, alors qu'ils découvrent effectivement la diversité de l'Espagne. Je dirais que ça, c'est le côté négatif dans leur surprise, en disant finalement, c'est pas comme on l'imaginait, et c'est très divers et c'est très riche. Et il y a une culture très riche et très, très locale et très communauté, donc qu'ils doivent apprendre s'ils veulent se développer en Espagne. Et puis, il y a un côté plutôt très positif qui est sur le niveau d'infrastructure en Espagne, qui est extraordinaire.
petite claque qu'on le comprend, c'est que l'Espagne est le deuxième pays au monde en termes de lignes de grande vitesse, en termes de trains à grande vitesse, donc devant la France, et le deuxième au monde uniquement derrière la Chine. Et puis donc un niveau d'infrastructure incroyable. Ils prennent aussi une petite claque sur le côté personnel, parce que ça effectivement c'est très latin, donc ça veut dire que les relations doivent être unipersonnelles, très ancrées, et on fait du business en étant très perso. Donc ça veut dire recevoir des WhatsApp à 22h le dimanche, et c'est avec et montrer la photo de sa femme, ses enfants, etc. C'est du commun, c'est logique. Savoir quel club il supporte, c'est aussi important. Et donc toute cette dimension est importante. Et puis ça reste un pays où les Français sont très attachés et les Espagnols sont très attachés à la France aussi. Donc on est une référence pour l'Espagne et ils nous regardent effectivement, ils font référence à nous aussi sur l'idée européenne. Voilà, ils ont besoin de la France pour faire passer des idées. Ils savent qu'on est très aligné avec eux et donc on est dans cette dimension avec eux. Au-delà, et qui a encore une fois été symbolisé par ce traité, mais aussi dans le micro-business. Voilà, la France pèse, la France les intéresse, et ce qui se passe en France les intéresse beaucoup. Henri Vidalin, pourquoi avoir choisi de soutenir cette catégorie ? C'est une catégorie qui nous plaît bien, parce qu'elle permet de mettre en lumière des femmes, des hommes, des dirigeants, qui, par leur leadership au quotidien, leurs actions, permettent de développer leur organisation et de mettre de la performance partout où ils sont. Et donc, nous, groupe de conseil et de services RH, nous qui nous passionnons pour la façon dont les dirigeants exercent leur leadership, il nous a semblé particulièrement intéressant de remettre ce prix à Business France, à Pascal en l'occurrence, que vous représentez ce soir, Richard, parce qu'on est très impressionné par justement la façon dont il exerce ce leadership. Un leadership à fort impact, mais toujours très authentique et toujours empreint de beaucoup de bienveillance. Lui parle de care, c'est-à-dire d'attention aux autres. Et ça, j'avoue que ça nous plaît bien. Sur Business France, que représente pour vous le travail qui est fait par cette institution ? Écoutez, un travail remarquable. La France est aujourd'hui, grâce à Business France, a retrouvé sa place. Je crois que la France est leader en matière d'investissement étranger désormais en Europe. J'ai compris lors du sommet de Versailles, du dernier sommet de Versailles, que plus de 13 milliards d'investissements avaient été promis. Et c'est très probablement grâce à Business France qu'on doit cette performance. Donc, moi j'ai envie de dire, à partir du moment où on nous envie quelque chose, c'est assez rare en France, c'est assez rare qu'on nous envie quelque chose de l'étranger. C'est semble-t-il le cas aujourd'hui. Moi j'ai envie de dire, on a vraiment besoin de Business France et donc c'était pour nous une grande motivation que d'être à vos côtés ce soir. Christine, c'est essentiel d'avoir des institutions comme Business France pour développer les relations commerciales entre la France et l'Espagne ? Oui, c'est essentiel. Et je dois vous dire, et je pense que Richard ne me contredira pas, je crois que les Espagnols nous envient Business France, en fait. Cette dynamique, ces équipes très pro, très dynamiques, qui sont dans tous les pays du monde, et qui sont là pour faciliter l'exportation des entreprises françaises, et qui sont là aussi pour travailler sur l'attractivité de notre pays. Et ça, vraiment, il faut qu'on en soit fiers collectivement. Et c'est vrai que Pascal Cagny a impulsé cette dynamique, a piloté cette entité d'une manière absolument remarquable, donc on est tout à fait ravis de le mettre en lumière ce soir. Et à travers Pascal, c'est aussi toutes les équipes qu'on voulait récompenser en lui accordant ce trophée. Parce qu'effectivement, Pascal a donné l'impulsion et a donné une énergie, une dynamique incroyable. Mais ensuite, les relais, c'est dans les pays. C'est Richard, c'est toutes les équipes en fait, qui travaillent dans tous les pays et qui font que la France existe, que les produits français sont connus, sont reconnus, sont achetés, que les entreprises françaises sont dynamiques et que les étrangers ont envie d'investir dans notre économie. Merci beaucoup à tous les deux. Richard Gomez, directeur de la péninsule ibérique de Business France, et Henri Vidalin, président de Grant Alexander. Et on va passer maintenant à la catégorie personnalité espagnole. Et la personnalité espagnole cette année est parrainée par Francisco Sanchez, associé Mazars Paris. Bonjour. Bonjour. Et eh bien cette personnalité espagnole, elle n'est pas là, mais c'est quelqu'un qui vous parlera à tous puisqu'il s'agit de l'artiste, de l'actrice Rosy de Palma. Et pour la représenter aujourd'hui, eh bien, nous avons Frédéric Bodenès. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes directeur artistique et image du Bon Marché. Et avec Rossi de Palma, vous avez monté une exposition qui s'appelait Olé Olé. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née cette expo ? Tout à fait. Alors l'idée, c'était d'enchanter nos clients, enchanter Paris autour de l'Espagne. Et quoi de mieux qu'inviter Rossi de Palma, personnage coloré, audacieux, talentueux, pour incarner cette exposition qui, dès septembre, a pris place dans notre enseigne, Le Bon Marché. Olé Olé, Le Bon Marché, invité d'honneur Rossi de Palma. Donc une exposition couleur autour de l'Espagne, mais pas seulement. Le côté olé olé, le côté joyeux, le côté faisons la fête, le côté tout est permis dans la folie imaginaire de Rossi de Palma qui est si géniale. De quelle manière est-ce qu'elle s'est impliquée dans ce projet-là ? Elle s'est impliquée énormément. Rossi, d'ailleurs, elle n'est pas là, mais elle vous embrasse tous. Je l'ai eu au téléphone hier. Dès le départ, déjà, la première chose qu'elle a fait, c'est que je lui ai dit, Rossi, fais-moi découvrir l'Espagne. Et pendant 3 jours, avec certains membres du Bon Marché et le président, elle a fait le guide pour nous à Madrid. Donc elle nous a présenté son Madrid. Donc ça, c'était génial de découvrir Madrid au travers des yeux de Rossi. Et à partir de là, on a rencontré plein de gens géniaux, des marques, des lieux de restauration qu'on a essayé d'amener avec elle au Bon Marché pour traduire cette Espagne vue par Rossi de Palma. Quelle forme a pris l'exposition ? C'était quoi ? C'était des visuels, des vidéos ? Alors l'exposition, non, on lui a proposé de faire sa villa. Ça s'appelle la Villa Rossi. Donc une villa imaginaire avec différentes pièces communes, la salle de bain, la chambre, la cuisine. Et dans cette exposition, Rossi a pris la parole au travers de films où elle est partie dans un univers qui est le sien, qu'on adore. Et voilà, donc elle s'exprimait. Donc c'était une découverte de la maison de Rossi imaginaire au travers de bulles qui représentaient des pièces où elle s'exprimait. Voilà. Et je crois qu'on en voit un ce soir, normalement. Tout en folie, tout en beauté, tout en magie autour de Rossi. Quand vous montez un événement comme celui-là, quel est l'impact sur l'image du Bon Marché ? Alors au Bon Marché, on monte 7 événements par an, à peu près. Non, pas à peu près, carrément. Et l'idée, à chaque fois, c'est on invite des gens qu'on aime, des gens qui nous inspirent, des gens qu'on a envie de partager. On est un peu comme des acheteurs. Nous, on invite des gens qui vont faire rêver nos clients. Et on essaie de les twister, c'est-à-dire de montrer une nouvelle facette du personnage, de l'univers, de la ville, voilà, à travers le filtre du Bon Marché. Et c'est ce qu'on a fait avec Rossi, qui a joué le jeu et qui a accepté de montrer une nouvelle facette de son personnage, une Rossi comme on ne l'avait jamais vue. Forcément, on a évoqué Almodovar, forcément, il y a eu la Movida et tout ça. Mais ce n'était pas que ça, c'était vraiment Rossi, la vie en Rossi. Olé Olé Le Bon Marché, avec en plus elle nous a offert un spectacle. Donc Rossi a fait un spectacle tous les mercredis soirs en septembre qui se jouait magasin fermé, où on recevait 300 personnes, qui était fabuleux. Donc c'était du Rossi 100% pendant 8 mois et c'était juste génial pour nous et je pense génial pour nos clients. Je vais me tourner vers le parrain de cette cérémonie, Francisco Sanchez. Pourquoi c'est important pour Mazars de soutenir la culture ? Alors, c'est important, on a parlé d'image, parce que c'est également l'image de la France. Ouais. Mazars s'est développé au cours des 20 dernières années dans plus de 100 pays. Et ça a été possible également parce que la France a une image de culture et artistique qui est forte. Et ce lien entre la France et l'Espagne, qui a également cette caractéristique artistique et culturelle, est très forte également. Puis le deuxième sujet, c'est que nous avons une population de jeunes dans notre entreprise. Nous recrutons à travers le monde des milliers de jeunes, plus de 800 jeunes par an en France. Les jeunes, ça veut dire la transmission, ça veut dire l'éducation. Et pour ça, la culture, c'est un vecteur essentiel. Ça veut dire que nous soutenons, bien évidemment, les théâtres, les opéras. Ou, par exemple, aujourd'hui, nous finançons le théâtre de l'Odéon, où nous offrons chaque jeudi 100 places à des jeunes entre 18 et 28 ans qui n'ont pas les moyens d'aller au théâtre. Et ça, nous pensons que c'est essentiel pour le monde de demain. Puisqu'on est dans une cérémonie, une soirée de remise de trophées franco-espagnol, que représente l'Espagne pour Mazars ? Alors, l'Espagne pour Mazars, c'est déjà le premier pays où Mazars s'est développé. D'accord. Le premier pays où Mazars a été à l'étranger, c'est l'Espagne, pour suivre
nos clients, nos grands clients. Vous voyez, le groupe LVMH, par exemple, bien, nous accompagnons nos clients en Espagne. Et les flux commerciaux entre l'Espagne et la France sont très importants. Donc nous devons d'être en Espagne. Aujourd'hui, en Espagne, nous avons plus de 800 collaborateurs. J'ai dit tout à l'heure que nous étions dans 100 pays. L'Espagne, aujourd'hui, c'est le 8e pays du monde Mazars. Donc c'est une place très importante au sein de notre groupe. Merci beaucoup Francisco Sanchez, associé chez Mazars Paris, et Frédéric Bodenès, directeur artistique et image du Bon Marché. Christine, je vous passe le mot de la fin quand même. On vient de balayer l'ensemble du palmarès ensemble. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quel mot vous vient à l'esprit pour faire un petit peu la synthèse de ce palmarès? Je crois que le mot-clé de nos lauréats de cette année, c'est le mot de responsabilité. Nous avons parlé décarbonation, nous avons parlé circuit court, nous avons parlé inclusion, nous avons parlé culture, nous avons parlé activité bas carbone, nous avons parlé préservation des ressources naturelles. Et en fait, tous nos lauréats de cette année, dans leur grande diversité, au fond, ont un point commun, c'est ce sens aigu de la responsabilité, de préparer l'avenir pour les générations futures. Et je dois dire que je suis très fière en fait de notre palmarès de cette année. Je remercie tous nos parrains parce que c'est grâce à vous, parrains, si nous avons pu mener ces trophées à nouveau cette année. Et je crois que pour les générations qui viennent et pour l'économie d'aujourd'hui et de demain, la responsabilité, c'est une notion essentielle. Et la culture, c'est ce qui fait le plus, en fait, et un peu l'humanité dans nos relations humaines. Donc je suis très fière aussi que nous ayons eu ce trophée, en fait, autour de Rossi de Palma et de la culture. Je vous remercie beaucoup, tous les deux, de l'avoir incarné. Je vous remercie d'être venus pour récupérer le trophée de Rossi. Et merci Francisco d'avoir parlé culture. C'est très important que nos entreprises s'engagent aussi pour la culture. Merci beaucoup pour ce mot de la fin, Christine Allard, présidente de la COSEF. Et j'espère on se retrouve l'année prochaine. On se retrouve l'année prochaine, absolument. À très bientôt sur Bismart. La COSEF et ses partenaires vous ont présenté les trophées de la COSEF.